Bienvenue dans Histoire et Mémoire. Bienvenue sur cette plage du 8 mai 1945, la plage de Melbou, où des milliers d'Algériens ont été rassemblés le 22 mai, soit 15 jours après les massacres de Sétif, Guelma et Kharrata, pour simuler une reddition. Pour revenir sur ce moment et évoquer les massacres du mois de mai 1945, Kamel Ben Yaïch nous attend, nous allons le rejoindre. La plage de Melbou où nous sommes actuellement est le témoin d'un simulacre de reddition. Cette parodie a été organisée par les hautes sphères de l'armée coloniale française et à leur tête le général Henri Martin, qui avait à l'époque ordonné au colonel Bourdila, le commandant de la subdivision de Sétif, d'organiser et de ramener de force plus de 15 000 personnes, des femmes, des enfants, des vieillards, des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées et malades. Ils les ont ramenés de force pour, comme je viens de le dire, un scénario de... Ils les ont ramenés d'un peu partout, de toute la région. Ils les ont même ramenés de Ammoucha, de Tizim Bichar, de Kharrata, de Melbou, d'Aouqas, de Sougletnine, de Ziama, de Djidjil. Ces personnes-là, terrorisées, regroupées sur cette plage-là. Et cette montagne que vous voyez là-bas est témoin de ces moments terribles. Ils les ont rassemblés de 6 h du matin jusqu'à 18 h. Donc, ils les ont harangués, ils les ont menacés, ils ont été, disons, terrorisés, assoiffés, apeurés pendant des heures et des heures. Pendant cette période, cette journée terrible, l'armée coloniale française a voulu montrer à cette population meurtrie et apeurée et terrorisée qu'elle était maîtresse de ces lieux. Alors que, et plutôt l'histoire et la vérité historique le dit, preuve à l'appui, que les Algériens n'ont pas demandé pardon et n'ont pas rendu les armes. Ce qui a été dit à propos de cette demande d'amende écrite par les nostalgiques d'Algérie française et notamment les porteurs les révisionnistes, comme vous le dites, et les porteurs de la mémoire coloniale, est tout à fait faux. Et c'est la contre-vérité qui a été produite, alimentée des années durant par ces gens-là. Sans plus tarder, donc, suivez-nous pour rejoindre nos invités. À tout de suite. Le 8 mai 1945, le jour même de la victoire des Alliés sur le nazisme et le fascisme, une violence aveugle va s'abattre sur l'Algérie. Une vraie guerre est menée par l'administration coloniale contre les populations civiles. À Sétif et dans les Babords, des massacres sont organisés avec une rare brutalité. À Kharrata, des villages entiers sont rasés par l'aviation et la marine. À Guelma et à Héliopolis, les forces militaires et les milices conjuguent leurs efforts dans une vaste et impitoyable chasse aux faciès. Des prisonniers de guerre allemands, des tabors marocains armés par les Français tuent femmes et enfants à la baïonnette. Des milliers d'arrestations à travers tout le pays sont opérées après avoir ciblé d'abord les leaders politiques, Farhat Abbas et Cheikh Bachir Ibrahimi, qui sont jetés en prison, et Msalih Hadj, qui a été déporté en Afrique équatoriale. Des rafles par milliers sont organisées. Plusieurs centaines de personnes parmi ceux qui sont arrêtés vont subir les
pires sévices et tortures dans les commissariats, les casernes et autres centres de détention. Le mois de mai 1945, l'Algérie est transformée par la volonté des colons appuyés et soutenus dans leur démarche par les plus hautes autorités françaises en un vaste champ de massacres, de ruines et de destruction. La boucherie du mois de mai 1945, qui est indissociable de la logique répressive du système colonial, comme d'ailleurs de la dynamique révolutionnaire, constitue un moment de basculement historique. Si le système colonial visait alors à terroriser les esprits, il avait raté son objectif face à un peuple déterminé, car la politique du pire va davantage renforcer l'union d'un peuple meurtri et va provoquer une mutation politique et psychologique certaine, celle qui va conduire au déclenchement de la guerre de libération nationale 9 ans plus tard. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans Histoire et Mémoire. Aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé dans la présentation inaugurale, nous allons revenir sur le massacre du mois de mai 1945 en Algérie, commis par l'armée coloniale française. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir M. Kamel Beniaïch, M. Todd Shepard et M. Mohamed Karim Aswan. Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Histoire et Mémoire. Je commence avec vous, M. Kamel Beniaïch. Ça fait plus de 20 ans que vous travaillez sur l'histoire et la mémoire des massacres du mois de mai 1945. Et chaque année, vous faites des découvertes concernant justement le déroulement de ce crime, de ce génocide. Aujourd'hui, vous parlez d'un génocide parce que vous avez saisi, vous avez palpé l'ampleur du drame. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'ouvrir le débat, et notamment à travers Algérie 24. Effectivement, les massacres de mai 1945, qui se sont étalés sur plusieurs mois, jusqu'à septembre de la même année, n'ont toujours pas révélé tous leurs secrets. Pourquoi? La raison simple, c'est que cette plaie qui demeure béante n'a pas été exploitée, explorée et étudiée et analysée d'une manière exhaustive. D'autant plus que des zones d'ombre demeurent méconnues du grand public. Effectivement, la recherche sur ce pan de notre histoire contemporaine demeure. Et c'est comme un cahier qui demeure ouvert. La nouveauté, si j'ose m'exprimer de la sorte, après les arrestations, après aussi la condamnation des gens, de milliers de citoyens, de milliers d'activistes, de sympathisants, de simples citoyens, d'innocents, le mouvement national, plutôt les militants du mouvement national, se sont organisés dans un élan de solidarité avec les familles. Cette question-là n'a jamais été posée, à savoir la prise en charge des familles de prisonniers. Une chaîne qui s'est formée, il y a eu des cotisations faites par les scouts, faites aussi par les amis par les sympathisants des AML, les amis du Manifeste et de la Liberté, et aussi par
des membres de l'association des ulama. Donc, ces cotisations-là ont permis aux familles de subvenir à leurs besoins. Et ça, c'est un point important, un élément important. Et cet élément-là, on le trouve aussi durant la guerre de libération nationale. Donc, ça, c'est un fait. Nous n'avons pas abordé d'une manière claire la question des simulacres de reddition. Ouais. Bon, jusqu'à maintenant, le plus célèbre, le plus connu, c'est la reddition, bon, entre guillemets, de Melbo. Mais il y a eu, pendant le mois de mai, d'autres opérations de rassemblement de gens, et notamment dans les zones reculées. Le premier rassemblement, qui n'a pas été spontané, oui, s'est déroulé le 12 mai du côté de Chevreuil, actuellement Beni Aziz. Oui. À Beni Aziz, l'armée coloniale, aidée par la Légion étrangère, dont les Sénégalais et les colons, a commis des crimes, un crime abominable. Donc le 12 mai, j'ai dit, le colonel Bourdila, commandant de la subdivision de Sétif, organise et ramène de force de milliers, plutôt, pour être précis, des centaines de citoyens algériens de 5 tribus pour qu'ils demandent pardon. Et en vérité, on ne peut pas demander pardon sous la menace et sous les baïonnettes. Et si vous permettez, c'est très important. Oui. Ce qui a été dit lors de cette parodie de l'édition. Je voudrais, parce que c'est très important pour les téléspectateurs, bien sûr. De lire le paragraphe. Et il a traité les Algériens de chiens et de juifs. Une grotesque et humiliante cérémonie pour laquelle on a rassemblé 5 tribus d'épanouillés, noirs et lévites, d'avoir couru pendant des jours dans la caillasse et les épines, sous la mitraille et les bombes, n'en pouvant plus de soif, de faim et de terreur. Aucune photographie n'apparaît en avoir été faite. Le colonel Bourdila, qui commande la subdivision de Sétif, sera accusé d'avoir obligé les malheureux à crier « Nous sommes des Juifs, nous sommes des chiens, vive la France !» Ça, c'est la première opération. La deuxième a eu lieu le 15 mai à Kharrata, où il a fait la même chose. Le jour même, le sinistre sous-préfet de Guelma, André Achiari, accompagné du commandant de la subdivision d'Annaba, ils font un tour du côté de Sougaras pour faire la même chose. Donc, c'est la troisième. La quatrième et la plus connue, c'est la parodie de Melbo. Le 22 mai, on réunit plus de 15 000 personnes. On les ramène de force de Ziama Moussouria, des falaises, de Sougletnin, de Melbo, d'Aouqas, de Bjaya, de Kharrata, de Tizim Bichar et même de Ammoucha. Donc, ces centaines de femmes, d'hommes, de vieillards, d'enfants, malades, assoiffés, terrorisés. Donc, et ils restent là de 6 h du matin jusqu'à 18 h à être harangués, terrorisés, violentés par les organisateurs de cette parodie. Cette parodie-là, ça a été dit et écrit par le général Henri Martin dans son télégramme du 23 mai envoyé au ministère de la Guerre. Cette parodie a été organisée par
toujours le sinistre colonel Bourdila pour une seule raison, c'est terroriser les tribus et leur faire comprendre qu'avec la France, seul le discours de la force, le discours du plus fort, qui est le leitmotiv de la colonisation et des colons à cette époque-là. Todd Shepard, comment vous expliquez en tant qu'historien, observateur averti de l'histoire donc mondiale, notamment au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, que la France va oser commettre un crime contre l'humanité de telle ampleur au moment où on parle du traité de l'Atlantique? Si c'était pas... C'est ce qui s'est passé en Algérie, malheureusement, dans le Constantinois et ailleurs, n'est pas isolé. La France va bombarder Damas quand même au même moment. Donc c'est une affirmation, un effort de se réaffirmer sur la scène mondiale, de se proclamer victorieux de la guerre, en dépit de la défaite. Et puis, ils cherchaient des explications, et ils avaient des responsables, tout était nazi. On a ces infâmes déclarations des députés communistes à l'Assemblée nationale qui traitent l'inspiration des manifs, de la première manifestation à Constantine, comme d'inspiration nazie. Donc c'est tout qui est français est présenté comme du côté du bien, de la démocratie, de la victoire des Alliés et de leurs idiots. Tout ce qui est contre, ou tout ce qui met en cause ça va être facilement, apparemment, et c'est ça qui est choquant, du côté français, effacé, mis de côté. Et on voit un peu ce qu'ils font les Britanniques aussi. Les Britanniques qui étaient quand même une présence constante pendant la guerre contre l'Axis, contre les forces fascistes. Eux aussi, ils ont peur. Ils ont signé une déclaration à l'Atlantique avec le Roosevelt, Churchill, qui suggérait que les indépendances des pays colonisés allaient faire partie de la victoire. Ils vont aussi tout faire pour essayer de s'assurer que non, qu'ils gardent la main. Et on sait que Churchill va envoyer des télégrammes pour dire, dès la victoire, qu'il faut tout faire pour garder nos colonies. Et les Français savaient qu'ils étaient les cibles, que Roosevelt avait identifié la France, notamment au Vietnam, mais pas seulement, comme le pire des colonisateurs. Donc ils étaient menacés dans leur domination coloniale, ils se pensaient d'avoir repris la main en tant que partie de la coalition victorieuse, les Alliés, contre la grande défaite, contre l'humiliation de la défaite française. Et puis, mais on ne peut pas l'expliquer, je pense. Mohamed Karim Aswan, vous liez donc l'ampleur de ce massacre à une démarche fasciste de la part. Programmatique aussi. Oui. À une science, entre guillemets, une science du crime. Ce que la phrase qu'a évoquée tout à l'heure Kamel me rappelle celle de l'illustre poète français Lamartine, Oui. qui était député, monsieur, dans l'une de ses plaidoiries, en réponse à une question sur un projet d'établir un royaume arabe en pleine résistance de l'émir Abdelkader, la réponse de monsieur Lamartine était « Matez-les, après on en discute ». Donc on est là en pleine résistance populaire de l'émir Abdelkader. Donc il y a une logique qui a été cultivée historiquement. Je citerai aussi un autre exemple, un poète du Cénacle de Victor Hugo qui s'est installé du côté d'Aurélisène. Il est devenu un colon exploiteur, etc. D'ailleurs, il est enterré dans le cimetière chrétien de la région. Donc, c'est des choses qui ont été nourries. Et ils vont trouver justement assises dans toute l'évolution politique, non seulement en France, mais aussi en Algérie. Le mouvement poujadiste, etc. Donc on arrive à ce laboratoire qui s'est exprimé, à cette science qui s'est manifestée
Mais qui sont ces colonels, justement, de Bonn, de Annaba ou de Constantine? Ce sont justement des éléments du général Juin. Le général Juin, le Bonnois de naissance, a eu une expérience aussi d'un autre massacre, qui a été réalisé en Italie, à Monte Cassino. Ce sont ces éléments, d'ailleurs, qui étaient derrière du génocide de Monte Cassino. Donc, arrivé à ce massacre de 8 mai 1945, je dirais que c'est un massacre fasciste aussi, il faut le citer, n'est-ce pas? Pour eux, c'est tout à fait normal, totalement normal d'exécuter de simples gens, de simples paysans. Mais il ne faudrait pas aussi oublier la haine. La haine, j'ai cette soldadesque, si j'ose dire, fasciste, vichiste, etc. Même les vichistes y ont contribué beaucoup, les éléments de Acheari, etc. C'était de l'administration du fascisme français, disons, des pétainistes. Il ne faudrait pas oublier aussi un autre élément, c'est que ils n'ont jamais, les colons en Algérie, n'ont jamais gobé qu'il y ait la présence de Gaulle et la proclamation du gouvernement provisoire de la République française, où ça, à Alger. Donc la proclamation de la libération de la France, quelque part, a été faite à Alger. Et les colons qui voulaient à chaque fois, depuis le 19e siècle, hein, depuis le sinistre général, futur maréchal Bugeaud, ils voulaient toujours que l'Algérie se détache, qu'il y ait un État, genre apartheid, Bantoustan, etc., à l'image de l'Afrique du Sud. Ils visaient toujours qu'il y ait une indépendance de la métropole. C'était ça leur projet. Alors donc, finalement, bon, il ne faut pas s'arrêter à Louis mai 45, parce que Louis mai 45, pour eux, c'était un accomplissement d'exercice génocidaire. Nous avons tout un panel, toute une chronologie sinistre française, coloniale, en Algérie depuis 1830. Avant de donner la parole à Kamal Beni Aïch, je vous propose de suivre donc cette lecture de l'historien Benjamin Stora, des faits, et on revient juste après. Il faut bien situer le moment des massacres de mai-juin 1945. C'est un moment où le mouvement nationaliste algérien a pris une très grande extension, parce qu'en 1943, il y a eu le manifeste algérien, hein, qui a été créé à Basse dans un accord avec Messali. Donc, ils ont fait ensemble une association qui s'appelait l'Association des Amis du Manifeste algérien et de la Liberté, les AML. Et en 1944, les AML comptent 100 000 adhérents. C'est considérable. C'est-à-dire que c'est une force politique énorme, dont se méfient, dont ont peur les autorités coloniales françaises, bien entendu. C'est-à-dire qu'à travers les AML, il y a deux figures qui se détachent. C'est naturellement Abbas, pharmacien sétif, et Messali, qui se détachent comme des adversaires, hein, très importants, et donc ils sont aux aguets. C'est-à-dire que la moindre manifestation, disons, peut tourner très vite à un affrontement contre les autorités coloniales. Donc il y avait déjà eu, le 1er mai 1945, des affrontements à Alger, et donc par conséquent, le 8 mai 1945, eh bien, les autorités coloniales décident de réprimer sévèrement tout de suite. Pourquoi ? Parce que les Algériens ont sorti le drapeau, pour la première fois en Algérie. Mais ce drapeau avait déjà été sorti en Algérie. Parce que quand on regarde des photos à Tlemcen, le drapeau du P-37, il y a le drapeau de l'Étoile dès 1937 à Tlemcen en Algérie. Ça, c'est sur les documents. Voilà. La répression, ça a été à la fois les bombardements par l'aviation, ça a été les tirailleurs sénégalais aussi, hein, qui ont, les milices européennes, notamment à Guelma, qui ont fusillé ce qu'on appelle les exécutions sommaires, ce qu'on appellera plus tard, pendant la guerre, les corvées de bois, c'est
le fait de ramasser des personnages. Il y a eu les gens jetés dans les ravins à Kharata. Enfin bon, ça a été un massacre, mais qui a duré très longtemps aussi. Hein. C'est pas une journée. Alors je sais qu'il faut fêter, trouver une journée, c'est normal, mais ça s'est déroulé sur des semaines et des semaines de répression. C'est pour ça qu'il y a eu le bilan est très très lourd, hein, de plusieurs dizaines de milliers de morts. Donc c'était là la lecture de Benjamin Stora, de ces massacres du 8 mai 1945. Kamel Benaïch, on vient d'écouter Benjamin Stora, et il a évoqué le modus operandi. Mais vous savez que la manière avec laquelle ce massacre a été commis était pratiquement impitoyable. Alors, on va réunir un véritable arsenal de guerre, sachant que la manifestation était pacifique. Pourquoi? Oui, absolument. Moi, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par le professeur Karim Maswan, et c'est important, à propos des pétainistes. Le massacre de mai 1945 en Algérie, et moi j'ai des preuves, a été perpétré par des pétainistes. Pour la simple raison, ils ont profité de la faiblesse de l'État français, qui se relevait de la guerre. Ils ont d'ailleurs imposé leur loi, et ils ont dicté leur loi au gouvernement provisoire du général de Gaulle. La question, cette question-là est très importante, et il faudrait qu'elle soit exploitée et analysée profondément. Ça, c'est un fait important. Avant de répondre à votre question, le déclenchement de ce piège, de ce complot, a été fomenté par les pétainistes, les propriétaires terriens, les propriétaires des grands journaux et les propriétaires le grand colonna. Je citerai l'exemple d'Étienne Vallée, le premier qui a écrit un livre, Le drame algérien, en 1948, juste après, à la fin des frappes et de la tragédie. Kamel, juste une petite surprise. Avec la bénédiction du chef de l'époque. Mais absolument. Bon, je vais revenir à votre question. Oui. Étienne Vallée, qu'est-ce qu'il fait? En avril 1945, il écrit une lettre avec 6 autres colons, des conseillers, oui, à Constantine, demandant l'intervention de l'État français, basé en Algérie bien entendu, pour mater une future rébellion des Algériens. Ils obtiennent gain de cause. Après la tuerie, il envoie des félicitations à la hiérarchie militaire. Ça, c'est un fait. Le deuxième, dans tous leurs écrits, notamment les porteurs de la mémoire coloniale et les nostalgiques de l'Algérie française, ils disent qu'on a été pris au dépourvu. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'ils se sont bien préparés, ils ont plutôt réquisitionné et ils ont envoyé dès les premières heures pas moins de 10 000 hommes dans la région de Constantine. Ça, c'est un fait. Ils ont réquisitionné un important matériel de guerre. Ils ont ramené du port de Toulon toute une flotte maritime. Ils ont mobilisé, réquisitionné toute une flotte aérienne. Donc, dès les premières heures, je dis bien dès les premières heures, le dispositif militaire était mis en place. On ne peut pas, franchement, on ne peut pas mater une manifestation pacifique avec une aviation. Et je profite de l'occasion, c'est que les Américains, ce sont les Alliés, notamment les Américains, ont contesté l'utilisation de leurs avions qui ont été prêtés aux Français pour bombarder, pour
riposté contre l'invasion allemande, ils ont protesté parce que cette aviation-là a été utilisée pour bombarder des centaines et des centaines de Mechta et d'Ouar qui ont été rasés de la carte. Donc, la préméditation du complot et du génocide, elle est là. On ne peut pas lancer des bombes de 50 à 100 kilos et dire que nous n'avons pas lancé des bombes, que nous avons lancé que du sable pour faire du leurre. Donc leur leurre ne tient pas la route et ils ont, comme je viens de le dire, ils ont utilisé tout un arsenal de guerre. Et pour terminer, ils ont même mobilisé, ils ont même ramené un régiment de la 3e DB qui était stationné en Allemagne. Donc on ne ramène pas une grande partie d'un bataillon pour rien. Voilà. D'autre part, comment les Américains, la presse américaine tout d'abord, avait donc couvert ces massacres et comment maintenant l'Amérique officielle va réagir à ce massacre. Je crois que Kamel a déjà évoqué certaines protestations. On sait que donc l'armée américaine était très présente en Algérie jusqu'à 1945. Oui. Donc il y a aussi toute une entrée des forces militaires qui se retirent, mais aussi des journalistes. Donc il y a le journaliste du New York Times qui est un des premiers, peut-être le premier de faire un reportage sur ce qui se passe dans le Constantinois. Il faut noter, juste comme un peu en parenthèse, que c'est, et pour appuyer ce qui vient de dire Kamel, qu'il y a eu une série de manifs en Algérie, vraiment début mai, le 1er mai, où il y a des gens qui crient « Vive De Gaulle, vive Messali », des manifs qui ne sont pas matés violemment. Donc il y a tout un débat à l'intérieur de ça. Donc ils étaient préparés pour des manifestations. Ce n'est pas que le 8 mai où des manifs nationalistes ont eu lieu en Algérie. C'est ce qui se passe le 8 mai et après, pendant des mois, qui choque. Après, par exemple, on a un article dans le Stars and Stripes, qui est le journal officiel de l'armée, intérieur à l'armée, en l'occurrence publié à Rome à la fin mai, qui va évoquer que 10 000 morts, mais qui va parler des bombardements, des tirs d'artillerie de la marine. Donc, et ça va continuer. On a à la fin, pendant l'année 1945, notamment le journaliste Cyrus Sulzberger, qui va reprendre ce qui était déjà évoqué, déjà décrit par d'autres journalistes américains, et vont les pousser au devant de la scène. Il faut noter que c'est un essayiste très connu et surtout un membre de la famille qui contrôle, qui possède le New York Times. Donc, il y a cet héritage, ces possibilités dues à l'occupation américaine de l'Algérie après l'invasion et jusqu'à 1945, les entrées des journalistes dues à cette occupation et les contacts qu'ils ont pris. Et puis, c'est un moment particulier. Jusqu'à 1947, le anticolonialisme, soi-disant, d'abord articulé, plus fortement articulé par Roosevelt, le président qui va mourir, va quand même informer beaucoup de discussions, ou certaines discussions états-uniennes. Il y a beaucoup de divisions à l'intérieur, il y a un racisme fort, etc., qui va disparaître après. Mais quand même, jusqu'à 1948, par exemple, au début de 1948, il y a un article scientifique d'un jeune chercheur américain qui va décrire en plus de détails, pas seulement ce qui se passe, et là aussi, il va minimiser un peu. Il va dire minimum 10 000, peut-être plus, mais surtout, il va critiquer et mettre en avant comment la France essaie tout de suite de minimiser la chose, de nier complètement que c'est politique, les manifs, de nier donc que sa réponse est politique, d'insister que c'est une forme de jacquerie sauvage qui doit être donc matée et qui va donc prendre un peu de distance, bien que cette même scientifique, cet article, va suggérer que c'est la faim qui a poussé les gens, alors qu'on sait que la faim était constante.
vous avez bien montré, vous avez bien indiqué à quel point les réseaux de solidarité ont déjà pris place pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant toute cette paupérisation, comme on allait dire plus tard. Mais quand même, c'est impressionnant, c'est important que les journalistes américains étaient présents et qu'ils ont eu des informations aussi, pas simplement sur le terrain, mais des ambassadeurs, des gens de l'ambassade américaine, certains qui étaient choqués. Mais l'opinion américaine n'était pas du tout donc, au cours de cette période de fin de guerre. D'ailleurs, même l'opinion européenne. Oui, c'est un moment où, c'est un moment où il y a une acceptation d'une certaine forme de il faut tourner la page sur le colonialisme. Donc on va quand même donner l'indépendance ou permettre l'indépendance des Philippines dans des conditions limitées. Et on va pousser un peu, on va essayer de prolonger les promesses de la charte de l'Atlantique, les promesses que cette fois-ci, les États-Unis vont vraiment être un pays anticolonial. Ça va assez vite, notamment on parle de la crise de Malais en 1947 avec les Britanniques, avec la soi-disant menace communiste, serait fermée dans le débat public américain. Et aussi, il faut dire, en 1945-1946, il y avait, on pense à la campagne présidentielle jusqu'à 1948 de Henry Wallace, informé par des idées et même des militants communistes. Donc il y a une mobilisation d'une critique réelle de la situation coloniale, de la domination coloniale de leurs propres alliés, qui, bien évidemment, de notre perspective, va de pair avec la lutte antifasciste, la lutte anti-nazie. Ça va assez vite se dissiper. Ça va prendre jusqu'à 1956 pour que quelque chose réémerge. Mais donc, il y a des informations dans la presse américaine qui ne couvrent pas, qui ne donnent pas toute l'ampleur de ce qui se passe dans le Constantinois, qui sont présents. Il y a des critiques de certains éléments du gouvernement américain, mais ça ne va pas prendre l'ampleur que ça aurait dû prendre, c'est sûr. Kamel veut rebondir par rapport à cette question. Oui. L'écriture de l'histoire, à mon sens, se base sur deux éléments. Premier élément, c'est être acteur ou témoin des faits. Si on n'est pas acteur ou témoin des faits, il faut présenter des preuves palpables et tangibles. Moi maintenant, je suis en train de travailler sur, d'ailleurs, sur ce qui a été dit et écrit par non seulement la presse américaine, mais aussi par la presse indienne et pakistanaise. J'ai un ensemble de papiers de presse que je suis en train d'étudier, et croyez-moi, la presse américaine, la presse internationale, a abordé d'une manière très large cette question-là. Donc jusqu'à juillet-août. Et ils n'ont pas été tendres avec la propagande, il faut utiliser le mot, la propagande de la France coloniale. Pourquoi? Parce qu'en juin, je vais vous donner deux dates précises, le 5 et le 15 juin 1945, les plus hauts gradés de l'armée coloniale en Algérie, à savoir le général Duval, commandant de la division du département de Constantine, et Henri Martin, le coordinateur des forces terrestres de l'Afrique du Nord, ont démenti, pas les rumeurs, ils ont démenti les rapports établis et ainsi que les articles de presse des Américains. Les rapports établis par les officiers des services secrets anglais et allemands, avec des preuves palpables, et dans ces dossiers-là, dans ces rapports-là, on parle d'un véritable génocide. Donc, ces deux personnages ont essayé, en vain, de démentir ces informations-là. Et ça, c'est très important. Il y a un autre fait qui n'a pas été étudié jusqu'à maintenant. C'est la présence, plutôt l'armée française, les autorités coloniales sont allées très loin. Ils sont allés accuser, ils ont accusé les officiers britanniques et américains
de fouteurs de troubles et ils les ont accusés de propagandistes et aussi d'alliés avec les insurgés. Bon, quand on parle d'insurgés, les Algériens en mai 1945 n'ont jamais été insurgés. Et permettez-moi aussi de pointer du doigt une expression propre aux porteurs de la mémoire coloniale. Ces porteurs de la mémoire coloniale, pour justifier une répression disproportionnée, pour justifier la tuerie, pour justifier le crime, ils ont dit l'insurrection du Nord constantinois. Les mots ont un sens. Il n'y a pas eu d'insurrection durant plutôt ce qu'on appelle maintenant les massacres de mai. Donc, ils ont utilisé le mot insurrection pour justifier la répression. J'aimerais revenir avec Karim Aswan sur justement comment on a justifié dans la région de Guelma, c'est une région qu'il connaît très bien Karim, comment justement c'était les colons qui vont se constituer en milices, qui vont justifier eux-mêmes donc cette répression aveugle. Des milices, le mot est faible. Autour d'Achiari. Le mot est faible pour milice, dans le sens c'était des commandos. Oui. Des commandos, des structurés de 4 individus jusqu'à 10, alors qu'ils faisaient. C'était l'État dans l'État. Je parle de témoignages de familles proches. Hein. Alors ils faisaient des rondes le soir, et ils fouillaient, ils mataient. Et ce n'est pas uniquement la ville qui était. C'est une séquestration de la part de commandos fascistes de toute une cité, donc protégeant les quartiers disons, européens, qui n'étaient pas assez nombreux. C'était presque une ville mixte, hein, il y avait plus de musulmans que d'Européens, et subissant toute une sorte de razzia, de contrôle de nuit comme de jour. Pénétrant dans les maisons avec violence, cassant les objets de vaisselle, etc., battant les enfants, et toute la partie, disons, fasciste connue de par le monde. Et ça a duré quand même plusieurs jours. Et l'administration coloniale, absente, entre guillemets, non. Elle était là, elle veillait à organiser justement cette manière. Cette répression. C'était lynchage, donc organisé. C'est pire encore. Ouais. C'est, comme on disait, un truc collectif, ouais. N'est-ce pas, que subissait pendant plusieurs jours, 10 ou 11 jours, d'après les témoignages des membres de la famille qui m'entouraient. Ça, c'est dans la ville. Oui. On n'en parle pas beaucoup. Mais dans les douars, dans les mechtas, c'était... C'était pire. On ramenait des tirailleurs sénégalais et autres par train, n'est-ce pas, pour aller dans les fermes, dans les mechtas, dans les douars, dans les zones montagneuses entre Sougaras et également, c'est assez proche. Donc, ces massacres, on n'en parle pas parce que tout simplement... les choses ont été sont dissimulées, n'est-ce pas? Mais le nombre, je pense qu'il est un peu plus que les 45 000 dont on parle aujourd'hui. Ça va aller jusqu'à 80 000 selon certains dires aussi, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà, ces expéditions punitives. Pour parler de Guelma, Guelma a été justement un exemple type d'une cité qui a subi ce châtiment. Ouais. Donc, d'une façon générale, d'est à l'ouest, il y avait un programme. Il y avait un programme qui a été établi dans le sens de mater cette population, la liquider, l'exterminer, n'est-ce pas? Donc il y avait une tête pensante
il y avait un objectif, c'était en fait d'exterminer un bon nombre, centaines de milliers, plus de millions de musulmans algériens et de les remplacer par je ne sais quelle autre race, entre guillemets, de colonisation. Kamal Ben Yaïch, je vous ai posé la question tout à l'heure, avant justement d'expliquer insurrection ou pas, je vous ai dit, la répression qui a été organisée a été faite sous la bénédiction du chef à l'époque. De Gaulle savait, vous l'avez mis au Absolument. Voilà. Absolument. Pétainistes, c'est vrai, c'est les pétainistes qui ont commis des crimes, mais De Gaulle savait. Elle l'avait même autorisé, Paris. Juste après le début des hostilités, le cabinet secret, plutôt les services du gouverneur général Yves Châtaigneux, ils envoient un télégramme secret, top secret, à 15 heures, avant même le début du massacre de Guelma. Et dans ce télégramme-là, déjà, ils établissent un premier bilan des morts de colons et ils pointent du doigt le principal instigateur de ce bain de sang, à savoir Farhat Abbas, docteur Saadan, qui était en ce moment-là au niveau du salon du gouverneur pour lui présenter leurs félicitations. Ça, c'est un premier point. Ce que j'appelle moi le mensonge des vainqueurs. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, juste après, De Gaulle, il envoie le 12 mai, il envoie un télégramme, il présente ses condoléances aux colons et il donne l'ordre aussi de châtier sévèrement tous les agitateurs contre la France. Ça, c'est deuxième élément. Troisième élément, le 11 mai, il y a un télégramme qui est envoyé au gouverneur général lui disant « Nous avons reçu vos doléances, toutes les dispositions seront prises, vous aurez l'armement et l'appui nécessaire pour mater tout mouvement séditionniste et tout mouvement anti-français en Algérie. » Comme le 17 octobre 61, De Gaulle savait ce qui se passait pendant des semaines et des semaines en Algérie pendant cette tragédie de mai 1945. Pour illustrer votre propos, je vous propose d'écouter cet ancien officier de l'ALN qui va exactement dire, en tant qu'officier de l'ALN, qui va nous parler des conséquences sur le moral donc de la génération de novembre, c'est-à-dire les conséquences des massacres du mois de mai 1945 sur le mois. Et on revient juste après. Je vous propose d'écouter et de suivre avec moi ce témoignage de Wali Et Ahmed, il est ancien officier de l'ALN. En ce qui concerne les massacres du mai 1945, on ne doit pas oublier qu'il y avait des jeunes Algériens qui étaient tombés sur les champs de bataille au profit de l'armée française, au profit de la France coloniale. Et bien sûr, entre-temps, il y avait une conscientisation, une politisation d'une masse d'Algériens, pendant qu'on célébrait la victoire du mai, les Algériens, ici notamment à l'est du pays, à Kharrata, Sétif, Guelma, ils étaient sortis en masse à l'est du pays, notamment Constantine, Guelma,
Sétif, Kharrata, et comment les services de sécurité de la France coloniale a répondu. Elle a répondu par des massacres, par des tirs sur la foule, par jeter des jeunes dans des fours à chaud à Guelma, alors que de nombreux jeunes Algériens étaient tombés dans les champs de bataille, notamment en Italie, à Monte Cassino, dans le nord, etc. Là. Et ça, bien sûr, les Algériens ne pouvaient pas oublier ces massacres. C'est alors qu'ils avaient pris conscience de la nécessité de se préparer pour une guerre révolutionnaire. Et c'est dans ce cadre qu'une organisation spéciale a été créée en 1947. C'était là donc un témoignage de Wali et Ahmed, ancien officier de l'ALN. Voilà, on l'a écouté, Kamel, il évoquait exactement ce que vous développez tout à l'heure. Effectivement, il y a eu un bain de sang. Effectivement, des centaines de familles ont été endeuillées par cette tragédie. Oui. Effectivement, les Algériens ont été touchés dans leur chair. Mais cette tragédie-là a permis au monde de savoir, de connaître qu'un peuple qui s'appelle peuple algérien, un peuple épris de liberté, se battait pour sa liberté. Je voudrais, si vous permettez, insister sur un fait important. Oui. Mai 45, la tragédie de mai 45 a touché tout le territoire national. La preuve, c'est que des centaines, je dis bien des centaines, l'Algérie a connu des centaines de Nelson Mandela. Pas un, pas deux. Des gens de Mostaganem, des gens d'Oran, des gens de Saïda, des gens de Blida, de Annaba, de Mila, d'un peu partout. Ils ont été condamnés injustement à passer plus de 17 ans derrière les barreaux. Ça, c'est un fait qui est méconnu du grand public. Nous sommes en 2026. Il y a encore des gens... Je reçois encore des appels du courrier de gens de la région de Sétif et d'ailleurs qui sont à la recherche de leurs parents qui ne sont plus revenus après avoir fait leur marché à Sétif. Donc, la question de la disparition mérite un travail. La question aussi de la torture. On a torturé des gens à mort. On les a torturés dans le sinistre camp d'El Meïda du côté de Kharrata. On a torturé du côté Aïn Meddah, du côté de Bougaa. Et on a torturé les gens un peu partout, dans les commissariats, dans les centres de concentration et aussi dans les casernes. Dans les casernes. Voilà. Il y a aussi comment dirais-je, les exécutions sommaires. Totchepar, est-ce que le monde, c'est-à-dire dit civilisé à l'époque, considérait que c'était une manière pour lui de se ressaisir après la guerre contre le nazisme? C'est-à-dire mater, c'est ça le mot, ils ont employé, mater les colonies. Malheureusement, je crois que c'est ce qui a quand même convaincu dans la presse américaine et ailleurs, c'est une prétention. Ils ont été pas mal de contredire la propagande immédiate.
mais une propagande, je dirais, plus néfaste d'une certaine façon, qui mettait en avant, vous avez parlé des renditions forcées, mais qui mettait en avant les familles musulmanes qui ont été hébergées, des colons en train d'être chassés, qui mettaient en avant le loyalisme et qui mettaient en avant les grandes réformes que quand même la France est différente, que l'Algérie surtout est différente, va fleurir au moins dans le monde dit libre. Les États-Unis, l'Occident, surtout après 1947, dans le contexte de la guerre froide. Donc on va vouloir croire et on va aussi accepter d'une certaine manière, mais ça devient de plus en plus difficile et ça ne prenne aucunement aussi d'ampleur que ça va, ça va prendre en France. C'est-à-dire de nier que le nationalisme algérien soit imaginable. Et ça, c'est une des choses fortes. Alphonse Juin et d'autres vont continuer de prétendre que ce n'est que le racisme anti-européen, ce n'est que le fanatisme religieux qui explique ce qui se passe en Constantine et ce qui va se passer après le 1er novembre. Et ça, malheureusement, ça va avoir une certaine écho, mais des gens sont quand même un peu préparés. Et surtout, il y a des forces qui résistent. Des forces souvent en lien ou en sympathie avec le mouvement communiste, mais aussi des gens qui développent une conscience anticoloniale face à ce qui se passe au Vietnam avec les Français, face à ce qui se passe aux Philippines avec les États-Unis, face à ce qui se passe dans le monde et dans le mouvement anticolonial mondial. Donc oui, c'est très important pour le mouvement national en Algérie, surtout. Les effets ailleurs, je crois que la guerre froide les a limités ou restreint l'écho que ça a commencé de prendre dans certains organes de la presse américaine et ailleurs, en 1945-1946. Voilà, mais ça va quand même préparer le terrain, surtout en Algérie. Alors, il nous reste moins de 2 minutes. Karim Aswan et puis Kamal Beniaïch. Karim, Kamal disait que mai 45 n'a pas encore livré tous ses secrets. Jebel Maouna, ils ont jeté des familles, tués, assassinés, jetés dans des grottes et brûlés en fin d'acte, n'est-ce pas? Peut-être il faut aller réfléchir autrement aujourd'hui sur cette question. Il est question à partir du génocide de 8 mai 45, du mai 45 tout court, mai-juin 45, puisque ça s'étale jusqu'à septembre, hein, réfléchir sur une autre manière d'approcher notre histoire nationale. N'est-ce pas? Aujourd'hui, peut-être qu'il y a une urgence de réfléchir sur la décolonisation de tout ce qui a été importé, tout ce qui a été, tout ce qu'on nous a fait subir comme idiogèmes et autres conceptions déformantes en fait de la réalité, et de prendre en main par notre propre conception, pas idéologique, mais de réfléchir sur de nouvelles méthodes d'approcher notre propre histoire. C'est ce que Kamal tente de faire, je pense. Vous avez 30 secondes, Kamal. Moi, ce que j'ai appris à travers 20 ans de recherche, c'est que l'idéal de l'étoile nord-africaine a permis, a poussé, à alimenter la flamme de mai et de novembre 1954. Et ce qui a rendu, ce qui a énervé, si j'ose m'exprimer ainsi, les pétainistes de l'époque, c'est que les résolutions du Congrès de mars, du 3 mars 1945, du groupement des AML, reprenaient pratiquement toutes les résolutions, toute la plateforme de l'étoile nord-africaine. Donc, pour terminer, la résistance du peuple algérien n'a pas cessé juste après la colonisation. Elle a commencé de 1830 jusqu'à 1962. Et c'est ça le génie, et c'est ça la magie de cette résistance. Ça sera le mot de la fin. Je tiens à vous remercier vivement, Kamal Beniaïch.
Je remercie Todd Shepard et Mohamed Karim Masouad. Et je tiens à remercier particulièrement Monsieur le recteur de l'université Abdelrahman Mira de Béjaïa pour son aide et son assistance dans le cadre de la préparation de cette émission. Excellente soirée et à bientôt.